Alors bonjour et bonsoir et en fonction de l'heure qu'il fait actuellement chez vous. Euh, Comme je l'avais annoncé sur ma page Facebook, donc j'avais annoncé que à partir de ce mois de mars, que je vais commencer un peu par partager les résultats de mes travaux de recherche. Donc tout ce qui est travaux de recherche que moi-même j'ai fait personnellement ou les travaux de recherche sur lesquels j'ai été associé. Donc, partager un peu les résultats qui ont été obtenus à l'issue de ces travaux-là avec le grand public afin que ça puisse aider les gens. Parce que j'ai compris que dans la plupart de nos travaux de recherche en Afrique, et si je prends particulièrement le cas du Bénin, donc la plupart de nos travaux de recherche ne sont pas valorisés. Vous voyez, donc à travers moi mes vidéos, je vais commencer par mes propres travaux d'abord, donc et maintenant aller sur d'autres travaux qui ont été déjà publiés officiellement. Donc c'est des travaux que je peux exploiter, mais tout en reconnaissant la paternité au fait du travail qui a été effectué. Mais pour l'instant, je vais d'abord commencer par les travaux que moi-même j'ai conduits ou bien les travaux sur lesquels j'ai été associé. Alors, comme vous le savez déjà, je suis un ingénieur agronome, zootechnicien, je suis spécialiste en production animale et management. Et actuellement, je travaille sur un projet de recherche-développement, toujours dans le cadre de la production animale. Alors, donc, ce premier article que vous voyez actuellement à l'écran, donc c'est un article que nous avons publié en 2021, comme vous le voyez ici. Donc en 2021, nous l'avons publié dans ce journal, donc Journal of Veterinary Medicine and Animal Health. Donc c'est dans ce journal que nous avons publié ça. Donc je rappelle d'abord à l'avance que tous les articles que j'aurai à expliquer sont écrits en anglais. Donc je vais faire juste le résumé en français, mais si vous voulez vraiment découvrir tout l'article, le lire vous-même et puis s'approprier de tout le contenu, je vais vous laisser les liens donc dans la section de commentaires et puis vous pouvez suivre ces liens là pour aller télécharger les articles vous-même et puis mieux les lire. Alors donc c'est un article qui est publié en 2021 dans cette revue là, donc Journal of Veterinary Medicine and Animal Health. Donc l'intitulé de l'article c'est Prevalence, Effects and Alternative Control Methods of Haemococcus contortus in Small Ruminants. Donc c'est un article de review. Quand on parle de review, c'est comme une synthèse bibliographique que nous avons effectuée en 2021. Et l'objectif c'était de voir un peu tout ce que la bibliographie a déjà dit par rapport à la prévalence, aux effets du parasite gastro-intestinal chez les petits ruminants. Donc le parasite qu'on appelle Haemococcus contortus, donc c'est un ver rond, donc qui dérange, c'est surtout le ver qui est à l'origine souvent de tout ce qui est problème de diarrhée, tout ce qui est problème d'anémie, voilà, que l'on rencontre le plus souvent chez les petits ruminants. Quand je parle de petits ruminants, je parle des moutons et puis des chèvres. Alors donc l'article a fait une synthèse des cas de prévalence de ce parasite-là chez les petits ruminants. Quels sont les effets, les impacts négatifs quand ce parasite-là intervient dans un élevage, quels sont les dommages que ça crée et quelles sont les méthodes alternatives de contrôle que les éleveurs ont développées. Voilà, donc c'est tant que les éleveurs que les chercheurs. Voilà, donc éleveurs, chercheurs. Donc moi je vais parler beaucoup plus ici des méthodes qui ont été scientifiquement prouvées par la recherche. D'accord, c'est vrai que la recherche, tout ce qui est méthode validée par la recherche s'appuie toujours sur des considérations locales. Donc c'est d'abord les pratiques des éleveurs que la recherche essaie scientifiquement maintenant de prouver et de valider. Vous voyez, donc ici nous avons parlé beaucoup plus parce que c'est une équipe qui a travaillé sur l'article. Nous avons parlé beaucoup plus de ces méthodes alternatives de contrôle de ce parasite-là. On est d'accord, qui ont été approuvées par la science. Donc,
vous allez voir, je vais aller rapidement sur l'essentiel. Donc tout à l'heure, je disais que tout à l'heure que c'est un verre rond. Donc vous voyez, c'est le verre qui est là. Donc scientifiquement parlant, on l'appelle Haemococcus contentus. Donc c'est un verre rond, donc qui infeste les petits ruminants. Donc ici, vous allez voir le cycle. Voilà le cycle de développement de ce verre-là. On est d'accord. Donc c'est un cycle qui est fermé. On est d'accord. Donc il y a le cycle est subdivisé en deux phases. Donc il y a la phase parasitique et il y a la phase c'est comme la phase hors route. Donc disons qu'il y a deux phases, la phase à l'intérieur de l'hôte et puis la phase à l'extérieur de l'hôte. On est d'accord. Donc à l'intérieur de l'hôte, vous voyez, donc c'est les œufs et puis les larves L3, donc qui sont souvent au niveau des feuilles, au niveau des feuilles au pâturage. Donc on quitte les œufs, on vient au niveau de la larve L1, L2, L3, et maintenant c'est cette larve L3 là que le mouton, en voulant pâturer, en voulant brouter l'herbe, maintenant va consommer. Donc c'est là où il y a le 2. Vous voyez, donc c'est là maintenant que le mouton lui prend les larves qui sont au stade L3, et ces larves là, une fois consommées, vont continuer maintenant leur processus de développement et puis atteindre maintenant les vers adultes au sein de l'organisme de l'animal, qui vont commencer maintenant par le nuire, par le créer des problèmes. Vous voyez que l'animal a commencé par faire la diarrhée. Donc voilà les crottes qui commencent par sortir, et c'est dans ces crottes là maintenant qu'il y a les œufs, parce que les vers adultes qui sont déjà dans l'organisme de l'animal vont commencer par pondre des œufs qui vont maintenant sortir à travers les crottes. Donc si l'animal est au pâturage et que les crottes la sortent, c'est là, donc les crottes, je vais parler des digestions. Donc c'est là que les digestions maintenant vont contaminer le pâturage. Vous voyez le pâturage à travers les œufs, et puis le cycle continue encore. Donc ici c'est un cycle qui est fermé. Donc c'est important de comprendre le cycle, parce que si vous voulez prévenir au fait cette maladie là, on est d'accord, vous voulez prévenir au fait ce parasite là dans votre élevage, il suffit simplement d'agir sur un des aspects de ce cycle là, et puis le cycle est rompu, et puis voilà. Donc ça veut dire que vous n'aurez pas à vous occuper de ce genre de parasites dans votre élevage. Donc c'est pour ça, en fait, la compréhension du cycle de vie du parasite est très important pour pouvoir trouver une solution à son truc là. Alors donc ça, je vais vous épargner de tout ce qui est test là. Maintenant je vais venir au niveau des effets. Alors quels sont les effets que la présence de ce parasite là au fait cause au niveau de la production des petits ruminants? D'accord. Donc il y a plusieurs effets. Il y a d'abord les effets sur la production de lait. Donc ça diminue. Si c'est des chèvres laitiers par exemple, quand la chèvre elle est infestée, automatiquement, c'est-à-dire le rendement laitier diminue, et aussi la qualité de lait aussi est dégradée automatiquement. Donc ça, c'est que ça a un impact négatif sur la production du lait chez la chèvre laitière. On est d'accord? Alors, à part ça également aussi, il y a aussi, si vos animaux étaient des animaux, sont des animaux ceux qui sont en engraissement, donc cela également aussi piétine sur leur croissance. Donc la croissance sera ralentie. On est d'accord? Donc ça, c'est quand l'infestation n'est pas encore trop grande, n'est pas encore trop sévère. Mais dans les cas où ça devient trop sévère, vous voyez, donc il y a même des problèmes d'anorexie. Donc l'anorexie, c'est comme ici, l'anorexie, c'est comme de la perte d'appétit. On est d'accord? Donc l'animal n'aura plus d'appétit. C'est ça, donc dépression volontaire de la consommation alimentaire. Vous voyez, donc l'animal n'aura plus d'appétit, l'animal n'a plus envie de consommer de l'aliment, et puis donc, or s'il ne consomme pas d'aliments, donc il n'y a pas de production. Vous voyez, donc sans consommation d'aliments, il n'y a pas de production. Donc ce sont autant de dommages que la présence de ce parasite-là dans votre élevage peut causer. Donc il y a aussi les problèmes d'anémie que vous pouvez avoir. Donc tout ça là, en fait, leur conséquence, c'est que la productivité va chuter. Donc tout ce que je dis, ça c'est les effets. D'accord? Donc l'anémie, l'anorexie ou la dépression volontaire
de la consommation d'aliments, et voilà, donc les diarrhées, vous voyez, donc tout ça ici, donc l'anémie et autres là. Et donc tout ça là maintenant va causer les problèmes de réduction de la croissance. Vous voyez, reduce growth. Donc ça réduit la croissance de vos animaux et ça piétine sur leur production. Donc ça, c'est un peu la conséquence de la présence de ces parasites-là, d'accord, dans votre élevage de petits ruminants. Alors maintenant, quelles sont les méthodes qui ont été, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez la possibilité, je vais mettre le lien qui renvoie vers l'article là dans les commentaires et puis vous pouvez maintenant avoir accès à ce lien là, à télécharger l'article et puis le lire convenablement comme vous voulez. On est d'accord? Donc c'est un article qui a été rédigé voilà, en équipe avec d'autres chercheurs. Donc me voici, je suis là, Fréjus T.A.Zinsou, donc je suis là, second auteur sur l'article. Donc il y a le premier auteur qui est là, Dr Julien. Ensuite il y a voilà, beaucoup d'autres auteurs qui sont là sur l'article. Donc c'est un article, je vais vous envoyer le lien, là vous pouvez télécharger l'article et puis le lire convenablement comme vous le souhaitez. Alors donc ça c'est les impacts et les conséquences, donc tout ce qui est effet négatif que ce parasite, en résumé, sinon il y a beaucoup de choses, mais en résumé c'est que la production prend forcément un coup. Donc production que ce soit en termes de croissance, donc les animaux ne croissent plus très bien, que ce soit en termes de production du lait, donc le lait, le rendement laitier diminue, la qualité du lait aussi diminue. Si les animaux sont normalement en reproduction, la reproduction aussi est affectée automatiquement. Alors maintenant, souvent pour corriger, pour lutter contre ce parasite-là, souvent les éleveurs ont souvent l'habitude d'utiliser ce que nous appelons les anthelmintiques de synthèse. C'est comme les médicaments de synthèse, les médicaments chimiques. D'accord? Donc beaucoup de travaux tout récemment ont prouvé que ces parasites-là ont commencé par développer une résistance contre ces produits chimiques-là. Donc si bien que quand vous utilisez parfois ces produits chimiques-là, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas de résultat. Parce que à force d'utiliser le même produit à chaque fois sur le même parasite, le parasite a fini par développer une sorte de résistance naturelle contre ces produits chimiques-là. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'utilisation des produits chimiques-là aujourd'hui est limitée. L'autre raison aussi, c'est que si vous utilisez les produits chimiques-là et que de façon non raisonnée, ce qui est beaucoup plus le cas aujourd'hui, parce que si vous êtes dans un élevage, les animaux tombent fréquemment malades, donc l'éleveur il ne fait que donner les produits chimiques aux animaux. C'est que l'animal, le jour où vous allez le tuer pour le consommer, il y aura toujours des résidus de ces produits chimiques-là dans la viande que vous allez manger, que vous allez consommer, ce qui pose un problème de sécurité publique, de santé publique du moins. Ça, c'est la seconde raison. La troisième raison, c'est que si le lait, par exemple, donc si votre animal il est en période de lactation et que vous lui donnez toujours encore ces produits-là, donc le lait que l'animal va produire va contenir des résidus de ces produits chimiques-là. Vous voyez, donc ce qui a fait que beaucoup au fait de chercheurs ont commencé par se tourner le dos au fait à ces produits chimiques là et aller vers d'autres méthodes alternatives de contrôle et de lutte contre ces parasites là. Donc c'est ce que nous avons essayé d'expliquer dans ce chapitre là de l'article Control of Gastrointestinal Nematode Parasites in Small Ruminants. Donc c'est ce qu'on a essayé d'expliquer à ce niveau ici. Alors maintenant, quelles sont les méthodes? Voilà, donc tout à l'heure, comme voilà les raisons dont je parlais tout à l'heure, les raisons qui expliquent un peu le développement de la résistance. On est d'accord de ces parasites-là contre les anthelmintiques de synthèse, contre les produits chimiques. On est d'accord, donc il y a parfois, vous voyez, le sous-dosage. Vous voyez, parce que la plupart des éleveurs ne maîtrisent pas souvent la posologie d'utilisation des médicaments. Donc, parfois, ils les utilisent de façon non contrôlée. Ils les utilisent de façon abusive. Vous voyez, donc tous ces facteurs-là, en fait, ont conduit à ce phénomène de résistance
génétique. Donc les parasites au fait ont développé une résistance génétique naturelle contre les médicaments chimiques, si bien que quand vous les utilisez aujourd'hui, c'est fort probable que vous n'obtenez pas en fait, des résultats satisfaisants. Avant que vous obteniez des résultats satisfaisants, il faut vraiment doubler parfois même les doses, ce qui pose encore un problème de santé publique, donc de la qualité de l'aliment qui va sortir de vos animaux. Alors, donc maintenant, quelles sont les méthodes alternatives pour contrôler ce parasite-là? Donc la première méthode d'abord, c'est d'éliminer la source de contamination des animaux. Vous vous rappelez tout à l'heure, lorsque je présentais le cycle de vie de ce parasite-là, je l'ai dit que c'est important de comprendre le cycle, parce que si vous comprenez le cycle, il suffit simplement de rompre le cycle à un niveau donné et puis c'est fini, d'éliminer au fait un facteur, un paramètre du cycle, et puis le cycle est rompu. Donc c'est ce qui est proposé ici par exemple comme première méthode alternative de lutte, c'est qu'il faut au fait éliminer les sources de contamination, et cela passe vraiment par l'hygiène. C'est très important. Donc il faut que vous mettez vraiment de l'hygiène dans votre élevage. On est d'accord, de l'hygiène. Il faut être sûr que tout ce qui touche au fait les animaux soit vraiment sain et propre. Il faut également aussi que le pâturage, là où vous voulez amener les animaux, on est d'accord que ce soit un pâturage qui n'est pas aussi infesté par les œufs de ce parasite-là. Vous voyez? Ou soit carrément, vous pouvez utiliser, il y a plusieurs autres méthodes de pâturage qui existent. Ce n'est pas le pâturage direct seul qui existe. Il y a aussi ce qu'on appelle le zéro pâturage, où vos animaux sont en stabulation, donc dans leurs enclos, mais vous partez au pâturage pour couper les herbes et puis leur amener ça en stabulation. Vous voyez, donc, mais quand vous amenez ça en stabulation, vous ne le savez pas ça automatiquement. Vous préséchez d'abord l'herbe, d'abord à l'abri du soleil, pour que ces petits œufs de parasites-là puissent quitter les feuilles avant que vous ne le servez aux animaux. Vous voyez, donc ça, c'est des mesures qui sont conseillées pour pouvoir rompre au fait le cycle de développement du parasite. Donc ça, c'est l'une des méthodes. Ça. La seconde méthode, c'est d'améliorer au fait la résistance des animaux. Et pour améliorer la résistance des animaux, ça passe par plusieurs méthodes. Il peut y avoir les méthodes de sélection. Donc ça, c'est les généticiens parfois qui utilisent les méthodes de sélection, les méthodes génétiques pour pouvoir sélectionner ou bien sélectionner des races ou bien des souches d'animaux qui sont naturellement résistantes au fait contre ces parasites-là. Donc ça, c'est la méthode génétique. Il y a aussi maintenant la méthode nutritionnelle où il faut vraiment au fait c'est-à-dire fournir un aliment de qualité au fait à votre animal. Donc d'accord. Donc si l'animal il est bien nourri, donc même si il arrive à être infesté par le parasite, parfois l'animal lui-même, son système immunitaire parfois peut se défendre. Mais si votre animal n'est pas bien nourri, il a une alimentation, c'est-à-dire déséquilibrée, qui n'est pas de qualité, et il se trouve encore contaminé par ce parasite-là, automatiquement, son organisme ne pourra pas résister. Vous voyez, donc, tout ça là, c'est des méthodes de prévention. Donc, il faut que votre aliment soit de qualité. C'est très important. Ensuite, il y a maintenant la méthode d'utilisation des plantes médicinales. Et c'est là que je veux, au fait, en venir. Voilà, donc l'utilisation des plantes médicinales. Et il y a beaucoup de travaux qui ont été déjà réalisés par beaucoup de chercheurs et sur plusieurs plantes qui ont donné des résultats concluants sur l'effet antiparasitaire de plusieurs plantes sur ce parasite-là. Donc ça veut dire que dans votre élevage, si vous avez ce genre de problème, ou bien même à titre préventif, vous pouvez déjà commencer par servir ces feuilles-là en fait, à vos animaux. Et voilà, donc la plupart des cas, c'est des feuilles que les animaux consomment déjà comme aliment, comme fourrage, et qui ont également aussi un second effet antiparasitaire. Alors maintenant, nous allons voir quelques plantes qui ont été testées et dont les effets ont été validés par la science sur les infections causées par ce parasite-là chez les petits ruminants, donc les chèvres et puis les moutons. Alors, donc je vais juste prendre quelques feuilles, les plantes qui sont les plus
les plus connus par la majorité. Et puis je vais essayer d'expliquer un peu les méthodes d'utilisation, donc les tests qui ont été effectués sur ça et comment est-ce que ces résultats-là peuvent être appliqués sur le terrain. Alors, si je prends par exemple ici, ça là c'est une plante que pratiquement tout le monde va connaître. Donc on appelle ça, scientifiquement parlant, on appelle ça Xanthosillum xanthosylloides. Donc en français, on l'appelle Fagara. Donc ces chercheurs, d'accord, en 2005, ils ont testé, ils ont administré pendant 3 jours les feuilles de Fagara, d'accord, à des petits ruminants, donc in vivo. Donc ça a été donné comme aliment à des petits ruminants, et cela a permis à des petits ruminants qui ont été infestés, donc ils ont eux-mêmes infesté, ils ont eux-mêmes donné les larves du parasite là aux animaux pour les infester avant de leur donner au fait maintenant la feuille du Fagara pendant 3 jours. Et ils ont constaté que même les larves du parasite là qu'ils ont donné aux animaux, que les feuilles du Fagara ont tué tous ces parasites là de l'organisme des animaux. Donc ça veut dire que si vous êtes éleveur et que vous avez des petits ruminants, donc éleveur de petits ruminants, et que vous voulez lutter contre ce parasite là et que vous avez dans votre environnement cette feuille, il suffit simplement de chercher quelques branches de cette feuille là et que de le mélanger avec les feuilles ordinaires que vous donnez à vos animaux pendant 3 jours, et puis vous êtes sûr, on est d'accord, de déparasiter vos animaux. Et ensuite, il y a aussi cette plante là qui est aussi bien connue, le Senna leucocephala, donc qui est aussi bien connue. Donc ici c'est les extraits, on est d'accord, protéiniques de cette plante là qui ont été utilisés, et c'est à cette concentration là, on est d'accord, ils ont vu que les extraits de cette plante là, on est d'accord, des feuilles de cette plante là ont vraiment un effet significatif sur les parasites, donc les larves, on est d'accord, de ce parasite là. Ensuite je viens au niveau de voilà, moringa, qui est aussi une plante qui est connue de tous, on est d'accord. Donc ici il y a l'infusion, la macération, on est d'accord, des feuilles, on est d'accord, donc l'infusion puis la macération des feuilles de moringa, donc à ces concentrations là, on est d'accord. Donc pour avoir la concentration, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste réduire, on est d'accord, les feuilles de moringa là en poudre. Donc ça veut dire que si par exemple vous voulez utiliser les infusions, on est d'accord, par exemple des feuilles de moringa oleifera, ça veut dire que vous allez, par exemple, si je prends la concentration de 5 mg par millilitre, ça veut dire que vous prenez 5 g de la poudre de la feuille que vous mélangez avec 1 litre d'eau. Voilà, donc 5 g de la poudre que vous mélangez avec 1 litre d'eau que vous donnez à boire à vos animaux. Cela peut aussi avoir des effets, selon cette étude-là, sur voilà, les vers qui dérangent vos animaux. Donc ici, la plante suivante, c'est Bacchia buglobosa. Donc son nom vulgaire, c'est le néré. Donc comme vous le voyez déjà sur l'image là, donc c'est le néré. Et ici, ce sont les gousses des fruits qui ont été utilisées. Donc les gousses des fruits ont été utilisées. Alors donc ici, la dose, c'est que vous donnez à votre animal par jour 3,2 g de la poudre des gousses de fruits du néré par kilogramme. Donc ça veut dire que si votre animal pèse 10 kg, ça veut dire que vous lui donnez 32 g de cette poudre là par jour. Vous voyez, donc c'est ce qui a été fait à ce niveau ici. Je viens au niveau de cette plante là, le Caica papaya, donc que tout le monde connaît aussi, donc la papaye. Donc voilà, donc c'est les graines de papaye qu'on a mis dans l'eau. Donc ça a été mis dans l'eau pendant un temps donné, et les graines là ont
ont déversé au fait leur contenu dans l'eau. Donc cette eau-là a été utilisée comme eau de boisson pour les animaux. Ici, la dose n'a pas été spécifiée. Donc ce qui est sûr quand même, c'est que le résultat a prouvé que ça a permis de traiter les parasitoses, donc ces maladies-là en fait au niveau des animaux. Donc si vous voulez, si vous avez accès aux graines de papaye dans votre environnement, vous pouvez fréquemment l'utiliser, donc en juste mettant la graine là dans l'eau, donc laissez ça dans l'eau pendant quelques temps pour que la graine puisse libérer ce contenu dans l'eau, et puis vous utilisez cette eau là comme eau de boisson pour vos animaux. Pour finir, je vais prendre cette plante là aussi qui n'est pas qui est aussi bien connue, donc le Caya senegalensis, donc communément appelé donc dans le français vulgaire, donc on l'appelle souvent calcédra. On est d'accord? Donc Caya senegalensis, comme vous le voyez sur la photo, donc c'est le calcédra, donc c'est aussi une plante qui est bien connue. Donc ici ils ont fait les extraits de l'écorce. Donc ça veut dire que l'écorce du calcédra présente aussi des propriétés antiparasitaires sur ce parasite-là au niveau des petits ruminants. Donc ça c'est aussi la dose, vous voyez, la dose qui a été testée et qui a donné des résultats satisfaisants. Donc ça veut dire que ici maintenant, si je prends la dernière dose, 500 mg par kilogramme de poids vif, ça veut dire que si votre animal pèse 10 kg de poids vif, ça veut dire que vous allez lui donner 500 mg x 10, ce qui fait 5000 mg qui revient à 5 grammes. On est d'accord? Donc voilà un peu ce que vous pouvez tirer ici de ces résultats-là et les valoriser dans votre élevage. Donc je crois que la liste elle est trop longue. D'accord, donc je ne peux pas tout dire, donc parce que comme je l'ai commencé maintenant, je vais toujours continuer par vulgariser les travaux de recherche. Donc abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour que mes prochaines vidéos, YouTube vous les notifie automatiquement pour que vous ne les ratiez pas. Donc je vous remercie. Si vous avez des questions, donc il y a mon numéro qui apparaît en bas là, donc vous pouvez toujours m'écrire s'il y a des questions, s'il y a des inquiétudes par rapport au contenu de cet article-là que je viens de présenter.